Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour parler à nouveau de Machine Sozoden Wataru, ou le créateur Machine Wataru. Donc là on en est à 3 épisodes, donc je vais parler du coup de l'épisode 2 et 3 globalement ensemble. Et donc ça va être surtout constat global des 3 épisodes. Et que dire, à part que c'est très fun et intéressant, franchement là pour le moment c'était de très bons épisodes. L'épisode 2 et l'épisode 3 étaient vraiment très bien, il y avait tout, c'était fun, il y avait beaucoup d'humour, du développement de personnages, on apprend plus sur l'or, c'était vraiment de très bons épisodes, très denses, bien construits, bien faits, donc on apprend pas mal de trucs. Il y a des blagues vraiment très drôles, pendant tous les épisodes, il y a vraiment beaucoup de moments qui m'ont fait marrer, entre autres la blague au moment où on voit Offline, qui parle de son passé. Et donc on le voit à 8 ans et il a exactement la même gueule qu'avant avec la grosse barbe et tout ça. C'était trop marrant. Pareil quand après on le voit à 18 ans, à chaque fois ça insiste bien, à chaque fois il a 18 ans. On revoit à chaque fois le petit carré pour dire il a 18 ans, au point que ça devient saoulant tellement ça essaie d'insister sur le fait qu'il a 18 ans à ce moment-là. Faut bien dire parce qu'en fait il a exactement la même gueule quoi, donc il n'y a pas de différence sinon. Très drôle du coup de ce côté-là. On a du bon développement de personnages mine de rien, on apprend entre autres dans l'épisode 2 le passé d'Offline, ses aspirations, le fait qu'il est vraiment dévoué à la cause d'aider le sauveur. Il a un côté un peu cool, un peu badass, au moment où il va se battre tout seul avec juste ses 2 épées contre le machine ennemi pour aider Wataru. Ça c'était vraiment cool, donc il était vraiment inspirant et badass au point que justement Wataru change de comment il le perçoit et décide de ne plus l'appeler le vieux, mais maître, ce qui fait un peu du coup un parallèle avec Shirabaku et Wataru dans la première série, qui Wataru aussi l'appelait maître, c'était son maître, c'était son entraîneur. Donc très intéressant, vraiment, du développement de personnages, de l'évolution dans leur relation, ce que ça veut dire, et il obtient aussi son propre machine. Et d'ailleurs, les actions avec les machines sont plutôt cool, il y a des moves très stylés, le moment où ils sont carrément dans une tornade et ils sont dirigés dans la tornade et ils attaquent en sortant de la tornade, très cool. D'ailleurs, en parlant de la machine d'Offline, donc Fujinmaru, la machine du vent, l'intérieur c'est exactement le même que Shirabaku. Donc vraiment ils poussent les références assez loin, mais bon c'est quand même clair que a priori c'est pas le même univers, donc voilà. Donc ça c'était pour l'épisode 2. Dans l'épisode 3 on en apprend plus sur Maro et aussi sur le lore et la mission de Wataru, donc aussi dans l'épisode 2 avant on en apprend un peu plus, donc c'est bien, ils espacent un peu ce qu'on apprend au sujet de la mission principale, mais à chaque fois on apprend quelque chose de nouveau. Donc on apprend plus sur Maro, pourquoi c'est une VTubeuse et tout ça. En fait c'est vraiment une habitante du monde Shishibukai à la base, qui peut voyager dans l'autre monde, le monde de Wataru, ce qu'elle a fait parce que le Ryujin Maru lui avait demandé. Et donc en regardant l'autre monde, elle a vu c'est cool comme endroit, donc elle a pris ce que c'était YouTube, et elle a décidé de devenir VTubeuse. Et donc en fait elle apparaît en tant que VTubeuse quand elle stream depuis ce monde. Donc a priori le monde de Shishibukai t'apparaît en tant que personnage d'animé, peut-être, faut croire. C'est-à-dire que si Wataru il arrive à streamer de là, il apparaîtrait comme un personnage VTubeuse aussi. C'est un peu bizarre vu qu'il n'y a pas gros de changements, mais voilà. On voit aussi qu'elle peut en effet participer à l'action grâce à son oiseau Uzume qui peut se transformer en machine, qui est une espèce de machine à cuire le riz, qui permet a priori de générer des objets que pourrait utiliser Ryujin Maru, et peut-être sûrement les autres machines. Donc peut-être qu'elle pourra créer divers gadgets utiles au combat. Bon, une chose qui est intéressante un peu au niveau des personnages, c'est qu'ils sont quand même assez cheatés, enfin les ennemis et du coup maintenant les personnages aussi principaux sont assez cheatés, parce que bon le second, donc les ennemis qu'ils affrontent, grosso modo, sont tous basés sur des archétypes de youtubeurs toxiques. Vraiment, on est resté sur ça. Ce qui est vraiment très marrant, et ils exploitent ça assez bien.
l'ennemi du second épisode était visiblement basé sur les youtubeurs qui font des expériences, mais des expériences très intrusives, très chiantes, en mode j'ai essayé de couvrir tout ce magasin en crème ou des trucs comme ça. Mais là, c'est traduit dans le fait qu'il peut littéralement contrôler la réalité, changer l'apparence des gens, genre il peut faire grossir la tête de offline pour ça soit complètement déformé, rétrécir Ryujin. Donc, tu te dis, putain, c'est que le second ennemi, il est déjà si cheaté, il contrôle la réalité, je veux dire, c'est basiquement la pierre de la réalité du MCU, quoi, c'est pas rien. Il est du niveau de Thanos, déjà. Et tu te dis, bah merde, comment il s'en sort? Bon, il s'en sort en fait parce qu'ils lui font perdre sa concentration et il l'énerve, du coup il peut plus utiliser ses pouvoirs. Un peu compliqué. Et l'autre, c'était les youtubeurs paparazzi qui ramènent toujours des ragots et qui inventent des secrets, qui révèlent et toujours comme ça, et qui n'ont donc aucun éthique. Donc ça, c'était les mythes de l'épisode 3. Et à chaque fois, c'est intéressant parce que ça se traduit aussi de leur façon de se battre. Donc ils incluent vraiment, ils combinent vraiment l'aspect youtubeur toxique dans leur façon de se battre avec leur machine, que ça soit dans le design ou vraiment les techniques qu'ils peuvent utiliser. C'est très intéressant, c'est très fun, hein, franchement, c'est bien pensé. Bon après, c'est un peu dommage qu'à chaque fois ça soit des ennemis que tu vois qu'une fois, d'une certaine manière. Mais bon, hein, pourquoi pas, comme dit, il faudrait pas non plus qu'il reste trop présent trop longtemps pour que ça devienne redondant et chiant. Après, ça laisse à supposer, qu'est-ce qu'on aura encore comme autre ennemi youtubeur toxique? Et est-ce que genre un des hauts gradés, ça sera genre DSP? Est-ce qu'on aura un youtubeur basé sur DSP, un ennemi basé sur DSP? Ça pourrait être rigolo. D'ailleurs, on connaît le nom aussi du Big Boss qu'il faut abattre, Enjoda. On sait à peu près que ça, qui est apparu, qui a foutu la merde dans le Shichibukai, et donc c'est lui qu'il faut battre. Et on sait aussi qu'il y a une manière particulière de le battre, il faut récupérer les 7 blocs de cristal pour invoquer non, c'est pas ça. Il faut récupérer donc les 7 blocs arc-en-ciel qui donneront ensuite la puissance nécessaire de vaincre Enjoda, qui est un peu différent des Wataru précédents, où en fait Wataru, il fallait qu'il libère chaque monde pour restaurer l'arc-en-ciel, et au bout du compte il fallait qu'il défonce Dorakugar, ou il fallait qu'il traverse les 7 planètes pour les aider, ou il fallait qu'il récupère les 7 fragments de Ryujin. En général, le fait de gagner le MacGuffin qui te donne la puissance, c'était pas le point principal, c'était pas l'enjeu principal. Peut-être dans Super, il me semble, avec les Nagatama, peut-être. Mais en général, c'était plus, fallait accomplir quelque chose, libérer genre 7 mondes, et après, le fait d'affronter le boss, c'était juste quelque chose qu'il fallait faire pour libérer 7 mondes. Là, c'est vraiment, il faut chercher les 7 objets sacrés, qu'on voyait d'ailleurs dans l'opening, ça j'avais un peu loupé, et dans les openings on les voyait, donc on pouvait un peu déduire qu'il fallait faire ça. Donc intéressant de voir où ça va aller. Est-ce que quel genre de pouvoir ils donneront ces blocs? Est-ce que déjà un seul ça donne un pouvoir particulier, ou est-ce qu'il faut forcément les 7 ensemble? On voit aussi que Kakeru s'est fait des potes avec un entre autres qui s'appelle Oh My God. C'est assez particulier. Ils ont trouvé des noms rigolos, et ça on est vraiment dans l'aspect full parodique de YouTube avec ces Wataru. C'est vraiment très très drôle. A priori, Kakeru et Wataru, déjà dans l'épisode suivant, ils vont se retrouver, refaire équipe. Alors là, ça ferait quand même beaucoup de personnages, et l'opening semblait dire qu'ils allaient être quand même séparés plus longtemps. Alors peut-être qu'ils vont se reséparer, aller chacun de leur côté pour chercher les blocs, puis se retrouver de temps en temps pour faire le point. Ça pourrait être quelque chose qu'ils font, ça serait pas complètement bête. Parce que s'ils sont tout le temps ensemble, ça ferait comme beaucoup de personnages à développer et à faire interagir ensemble régulièrement. Ça pourrait être, surtout très rapidement, parce que dans Wataru, il y avait donc des membres qui se rajoutaient successivement, mais c'était progressivement, hein. Je veux dire, Torao, on le voit pas avant l'épisode 20, et puis c'est un ennemi, c'est pas avant genre la trentaine qui devient un allié, et même le corbeau, je sais plus que son nom, même l'oiseau, il va et vient en fait un peu régulièrement avant d'être un membre de l'équipe. Kurama, et Kurama, il fait des va-et-vient, il quitte l'équipe et il revient de temps en temps, donc voilà, donc ça fait qu'on reste avec quand même une équipe principale, c'est surtout les 3.
Mais ah oui, il y a aussi la petite mascotte Ryunrun, un sorte de dragon qui peut faire du feu. Alors espérons que cette mascotte sera utile. Bon, déjà il peut servir de lance-flamme, c'est bien. À part ça, il fait de l'exposition. Pourquoi pas. C'est le moyen de vendre des peluches aussi, hein, faut bien ça. Mais pour moi intéressant. Et donc Ryujimaru a en effet accès directement à son arme de distance, l'espèce d'arbalète, arc qu'il a. En fait il y a accès direct. Donc moi je pensais que ça serait une arme qu'il faudra créer spécifiquement, mais visiblement il l'a déjà, il peut déjà l'utiliser. Faut voir quel autre pouvoir il aura. Est-ce qu'il en débloquera? Ça pourrait être intéressant de savoir. Et oui, puis encore une fois, l'animation bouge bien, les combats sont très cool, très vifs. Vraiment très bon animé pour le moment. Vraiment avec des bons épisodes, bien fun, bien marrant. Je recommande vraiment, hein, pour le moment. C'est très cool, c'est du très bon. Après, faut juste savoir lire les sous-titres en anglais, vu que il n'y a que ça, hein, il n'y a que sous-titres en anglais, malheureusement, pour la série pour le moment. Ça c'est le point noir, c'est le bémol, mais ouais. Non, pour le moment, un bon renouveau de la série, vraiment, et qui donne hâte de voir la suite et de ce qui va se passer ensuite, vraiment. Et comme dit, l'aspect qui pouvait faire peur, vraiment, utilisation de YouTube dans l'univers, en vrai, là, pour le moment, c'est plutôt bien géré. Donc ça donne vraiment envie de voir quel type d'ennemis ils vont affronter et comment ils vont s'opposer avec Wataru, vu qu'on les voit qu'il reprend aussi des fois des mimiques des ennemis. Dans l'épisode 3, on voit qu'il avait repris la mimique de l'ennemi de l'épisode 2, mais il l'adapte un peu de façon moins toxique, donc c'est intéressant. Donc voilà, donc je recommande, jetez un coup d'œil si vous pouvez, c'est un animé qui me paraît bien prometteur. C'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt.